votre rendez-vous politique tout au long de l'été sur France Info, le 8h30 politique avec Jannick Halimi du Parisien. Bonjour. Et notre invité ce matin, François Ruffin. Bonjour. Député depuis juin dernier, élu dans la Somme sous l'étiquette Picardie debout, si ma mémoire est bonne. Vous siégez à l'Assemblée avec le groupe de la France Insoumise. On évoquera vos premiers pas à l'Assemblée dans les prochaines minutes. Un mot avant cela de l'une des actualités de ce matin, ces investigations visant Jean-Luc Mélenchon pour des faits présumés d'emploi fictif d'assistants parlementaires. Tout cela va faire pchit, nous disait hier soir Alexis Corbière sur France Info. Écoutez, tiens, que disait Jean-Luc Mélenchon lui-même au sujet de sa façon de voir le travail des assistants parlementaires? C'était il y a quelques mois, en février, sur France 2. Les assistants, ils travaillent à faire ce que je décide qu'on fait. Parce que c'est moi qui oriente l'équipe. Par conséquent, il ne faut pas leur demander à eux des comptes. C'est à moi qu'il faut les demander. Et moi, je décide que quand un jour je vais à une manif, ils me préparent la fiche sur la manif pour que je sache exactement ce qu'on fait. Même s'ils sont payés par le Parlement européen? Mais évidemment, encore heureux. Alors que vous faites la manif en France? Mais bien sûr. Alors la justice va visiblement demander des comptes à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, c'est un problème de loi, de définition du rôle d'assistant parlementaire? Est-ce qu'on a un détournement du rôle de l'assistant parlementaire aujourd'hui? Bon, d'abord, je dirais, laissons la justice faire son travail. Ça, c'est la formule traditionnelle, mais on va l'employer quand même. Il faut se rappeler qu'à ce stade, tous les partis sont concernés. Il y a le Front National et il y a le MoDem, bien sûr, mais c'est sur qui ça se précise. Mais il y a aussi les Républicains, les Verts, les Socialistes, le PC. Moi, alors il y a le terme d'emploi fictif, il me paraît injuste parce que ce sont des gens qui travaillent. Donc voilà, donc ils travaillent. Après, est-ce qu'ils travaillent? On est plus sur un détournement pour vous de l'emploi, de la nature de l'emploi d'assistants. Ils sont payés par le Parlement européen. Voilà, ils travaillent à des fins politiques pour l'Europe et pas pour la France. Voilà. Moi, après, vous savez, je vais dire autre chose, mais comme journaliste, j'ai beaucoup travaillé, enquêté sur le Parlement européen, sur Bruxelles, sur ce qui se passe à Bruxelles pour un petit livre qui s'appelait « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» Et j'ai assisté là-bas à la déprime des députés européens qui ont le sentiment de servir à rien ou à pas grand-chose, d'avoir juste un rôle consultatif, alors que tout le pouvoir revient à la Commission. Et donc, il y a cette inquiétude d'avoir un Parlement fantoche. Et moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas que le Parlement français se transforme à son tour en un Parlement fantoche qui soit juste une chambre d'enregistrement des désidérata du président. D'accord, là vous détournez un petit peu la problématique, mais c'est votre droit. Je tiens juste à souligner quand même que l'information sur M. Mélenchon et les eurodéputés, c'est le Parisien qui l'a sorti, permettez-moi de le signaler pour les journalistes qui ont révélé l'information. Je voulais vous demander, on parle donc de cette affaire, mais de façon plus franco-française, si je puis dire. Il y a le projet de loi sur, on va dire, la moralisation de la vie publique, pour aller vite, même si elle ne s'intitule pas comme ça, qui va passer devant l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, dont vous faites partie du groupe, les Insoumis, à l'Assemblée en tout cas, il faut le rappeler, est-ce que vous pensez comme lui que cette loi, c'est de la poudre aux yeux et des fumigènes, ou au contraire, qu'il y a des choses à prendre et à voter? Sans doute qu'il y a des choses. Moi, j'ai proposé une série d'amendements pour aller plus loin sur un certain nombre de thèmes, mais je voudrais juste dire que qu'on vienne regarder mes notes de frais parlementaires, ça me gêne pas. Qu'on vienne regarder qu'est-ce que font mes assistants et ainsi de suite, pourquoi pas. Mais je vois juste un espèce de deux poids deux mesures général dans la société qui fait que on est extrêmement scruté. Tandis que pendant ce temps-là, on a 60 à 80 milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux via les multinationales. On a LVMH qui a des filiales dans les tas de paradis fiscaux. On a par exemple Aymon de Rothschild, je le dis parce que Florence Parly, ministre des Armées, était représentante de Aymon de Rothschild dans un certain nombre de sociétés qui a 52 filiales dans les paradis fiscaux. Et c'est comme si aujourd'hui, ce champ-là était complètement déserté, qu'on venait chercher des petits cailloux, et cherchons-les. La transparence pour tous. Voilà, transparence pour tous. Et ayons une exigence de transparence aussi sur tout ce qui est les multinationales. Et là, on a devant nous un océan à aller conquérir pour qu'il y ait de la transparence sur ce terrain-là, pour aller regagner des richesses pour l'État sur ce terrain-là, et pour que aussi, éventuellement, les salariés soient mieux traités, quoi. Vous de faire des propositions de loi. Maintenant,
assure vous êtes à l'Assemblée, vous avez 5 ans pour le faire. Je n'ai cessé d'en faire déjà dès la première semaine. Vous venez d'entrer à l'Assemblée. Non, mais déjà, je vous assure que dès la première semaine à l'Assemblée nationale, sur le projet de loi travail, je n'ai cessé de dire, attendez, c'est quoi la priorité, l'urgence que vous voyez, vous, c'est de dire il faut revoir le fonds de gestion paritaire syndicat MEDEF auquel personne ne comprend rien. C'est ça votre priorité des priorités. Je citais un exemple, j'aime bien partir d'exemples, c'est mon côté reporter et journaliste. Je citais l'exemple aujourd'hui d'Auchan. On a en ce moment un plan social chez Auchan à hauteur de 820 personnes, 937, ça dépend des sources. Bon, il paraît qu'ils vont en recréer 400, mais de toute façon, il y a un différentiel de 400 à 500 emplois qui vont être supprimés dans un groupe qui a vu augmenter ses bénéfices de 14%, qui a augmenté les dividendes de ses actionnaires de 75%, qui appartient à Gérard Mullier, 26 milliards d'euros, troisième fortune française, dont la famille... Ça, vous l'avez dit à l'Assemblée, vous n'avez pas eu de réponse Non, j'ai pas eu de réponse. Dont la famille, je vais jusqu'au bout, parce que le scandale, il est gigantesque. Mais on l'a écouté et entendu à l'Assemblée, ce discours. La fortune part en Belgique pour une très grande partie. Il y a d'ailleurs eu une enquête sur une perquisition de la demeure familiale et qui touche aujourd'hui 84 millions de crédits impôts, compétitivité, emploi. Emploi, c'est marqué dedans. Ça touche 84 millions d'euros et ça, on va même pas le récupérer dans le cadre d'un plan social de 800 personnes. On est là face à un scandale qui est absolument gigantesque et là-dessus, zéro réponse. Zéro réponse. C'est justement votre principale passe d'armes jusqu'à maintenant à l'Assemblée. Ça fait un mois que vous siégez, vous avez découvert ce monde parlementaire, ce sort de questions-réponses. Votre sentiment après un mois justement d'exercice de cette vie parlementaire? Bon, d'abord, je me suis ennuyé. La première semaine, je me suis dit, bon sang, si toute la question, c'est de savoir qui va avoir la questure, le machin, le bidule, on n'est pas sorti de l'auberge. Ennuyé. Ouais, ennuyé, bah oui, vous avez passé des heures dans un hémicycle puis vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Et puis là, sur la loi travail, on a eu l'occasion de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on a déposé des centaines d'amendements, il n'y en a aucun qui a été retenu. Bon, donc ça veut dire que, voilà, sur le plan de la parole, on est libre, on est respecté, tout se passe bien de ce côté-là. En revanche, pour ce qui est d'avoir le sentiment qu'on a une assemblée mouvante et vivante et qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent être convaincus, qui vous rejoignent, non, surtout que ça soit sur la médecine du travail, sur le travail de nuit, sur le travail de dimanche, ils votent en cadence au bras levé. Il y a un journaliste de Libé qui disait qu'on aurait pu remplacer les députés En Marche par un algorithme de Facebook, quoi. Mais voilà, donc vous vous sentez inutile? Je me sens utile dans un travail d'information qui dépasse le cadre de l'Assemblée, parce qu'on s'adresse à l'Assemblée, mais aussi au-delà de l'Assemblée. Je me sens pas forcément utile pour influer sur les décisions. Et c'est notamment pour ça que le combat continuera de votre côté. Dans la rue aussi, on en parle juste après un point sur l'info à 8h40. Léo Chapuis. Le bras de fer continue autour de GMS. La justice va examiner ce matin la seule offre de reprise du sous-traitant automobile de la Creuse. Le gouvernement est à la manœuvre. Le ministre de l'économie va se rendre cet après-midi à la Souterraine. Bruno Le Maire va rencontrer des salariés. Le repreneur potentiel de l'usine menace, lui, de se retirer. Le très controversé projet de loi antiterroriste a été largement adopté cette nuit au Sénat. Texte qui transpose dans la loi certaines mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. Il sera débattu cet automne à l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi le football. Victoire laborieuse 1-0 hier soir face à l'Islande pour les Françaises. C'était leur premier match, le premier match des Bleus à l'Euro qui se passe aux Pays-Bas. Et puis ça va grimper sur la route du Tour de France. 17e étape, c'est la première dans les Alpes et c'est sans doute là que va se jouer le maillot jaune. France Info. Et notre invité, le député François Ruffin, nous disait justement qu'il espérait qu'il y aurait une télévision à l'Assemblée pour pouvoir suivre ces étapes dans les Alpes aujourd'hui. Et demain, vous parliez il y a quelques instants des députés La République En Marche, les comparant à des algorithmes Facebook. Le chef de l'État leur a rendu visite hier soir, on l'écoute. Il n'y a pas de caporalisme ici. Il n'y a pas d'ordre jupitérien, comme diraient certains. Il y a une exigence commune. Mais après, c'est à vous de la réinventer. Avec des idées que vous ferez monter, simplement il faut toujours partager une philosophie, une volonté commune. Il n'y a pas de caporalisme, il n'y a pas d'ordre jupitérien, il y a une exigence chez les députés En Marche? Je ne sais pas, c'est leur problème. Moi, je viens pour parler directement de la société. Voilà, ce que je vois par exemple, pour revenir à un autre discours de Macron, mais c'est dans le discours de Macron à Versailles, ou dans le discours de Édouard Philippe devant le Parlement, il n'y a pas un moment où il parle de paradis fiscaux, il n'y a pas un moment où il parle des dividendes, il n'y a pas un moment où il parle des profits des entreprises. Ça veut dire que là, on a un immense point aveugle.
ils ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas voir ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont liés à ce monde. Ils sont puissamment liés à ce monde de l'argent. Donc il ne faut pas qu'on vienne regarder de ce côté-là. Vous trouvez que le quinquennat précédent faisait mieux dans ce domaine ? D'abord, je n'étais pas socialiste, moi, et je suis toujours pas. Non, je comprends bien, mais enfin, ça veut dire quoi ? Que toute la classe politique est liée aux gros intérêts, il n'y a que vous qui parlez au nom d'eux ? Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, Emmanuel Macron, lui, très directement, est lié aux gros intérêts, non seulement parce qu'il a été banquier pour Rothschild, mais parce qu'il a fait fortune en faisant des fusions-acquisitions, parce qu'il est lié à un certain nombre de PDG, dont, par exemple, Serge Weinberg, le PDG aujourd'hui de Sanofi qui casse complètement un formidable outil de recherche qui est aujourd'hui cassé parce qu'on a une montée en puissance des dividendes au sein de Sanofi. C'est Sanofi qui a versé le plus de dividendes aux actionnaires cette année parmi les sociétés du CAC 40. Sachez que les sociétés du CAC 40 ont versé des dividendes records. Et là, il y a une casse non seulement pour les salariés, mais aussi pour l'avenir de notre santé. Voilà des questions qui ne seront pas débattues. Des questions qui ont été débattues, celles sur la réforme du Code du travail notamment. Visiblement, le débat parlementaire ne suffira pas du côté des Insoumis, puisque Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà appelé un rassemblement à Paris. Ce sera au mois de septembre. Je propose que l'on fasse un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris, c'est-à-dire d'un coup, on vient tous de toutes les zones de France pour dire non, on ne cessera pas faire, on ne lâche rien et on proteste contre le coup d'État social. Le combat dans la rue après le combat à l'Assemblée, lequel vous semble le plus efficace ? De toute façon, j'ai toujours pensé que moi, si j'étais à l'Assemblée, c'est juste pour porter une voix, mais qui serait le rapport de force, il va exister dans la rue. On est 17 sur 577 à l'Assemblée nationale dans la rue. Si jamais ils devaient mobiliser les militants d'En Marche face à ceux qui sont hostiles à cette réforme, on gagnerait sur ce terrain-là. Donc de toute façon, moi, je suis toujours favorable à ce qu'il y ait des choses qui se passent dans la rue. Vous savez, j'ai mené une lutte électorale cette année parce que c'était une année d'élection, mais d'habitude je suis bien plus habitué aux luttes sociales, donc je vais sûrement pas déserter le terrain de la rue, mais je signale quand même qu'avant le 23 septembre il y a un rendez-vous syndical qui est le 12 septembre et ça compte aussi. Justement, pardon François Ruffin, vous parlez de la mobilisation, le combat dans la rue, il semble quand même que les syndicats soient très prudents, voire circonspects. Vous parlez de la journée du 12 septembre, pour le moment il n'y a que la CGT et Sud de mémoire, les autres passent plus par, je peux parler de Force ouvrière, la CFDT, joue plus la négociation, apparemment. Mais alors, quelle est votre dialectique, là, en termes de... On verra à la fin, quoi. On verra à la fin. Moi, il est évident que c'est pas facile de gagner une lutte sociale, une année électorale. Il y a eu une légitimité du président qui vient d'être élu. Son gouvernement se met en place. Il y a une majorité qui est sans doute encore solide à l'Assemblée nationale. On sait très bien qu'une année d'élection, c'est pas évident de gagner une grosse bataille. Ça a été gagné en décembre 95, et c'est l'exception, on peut dire. Mais sinon, on sait que c'est dur. Donc je comprends. Vous imaginez que la rue, que la mobilisation sur cette nouvelle loi travail puisse faire reculer un gouvernement qui a été élu Ça s'est passé en décembre 95. Moi, je sais pas. Vous pensez que ça peut se répéter ? Qui sait ? Nul n'est prophète. Je veux dire, moi, je sais pas ce qui peut se passer. Qui est-ce qui comprend ce qui se passe dans une société ? Qui est-ce qui comprend ce qui peut se révéler de forces sociales souterraines qui se mettraient à émerger ou pas ? Qu'est-ce qui peut comprendre ? C'est pas aujourd'hui par adhésion. Il n'y a pas d'adhésion à ce projet. Ça sera ce qui domine aujourd'hui, c'est l'absence d'espoir. Et ce projet n'est pas porté par une espérance pour les gens. François Ruffin, quand même, vous avez été à la tête du mouvement chez Whirlpool. Regardez ce qui se passe à Whirlpool. Est-ce que vous n'avez pas des leçons à en tirer ? Ça s'est terminé quand même par une concertation, une négociation. Apparemment, les syndicats, les salariés sont satisfaits de ce qui se passe. L'usine n'est pas délocalisée. Est-ce que c'est pas... Dites-moi, quelles leçons vous en tirez ? Je ne peux pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ça soit moins pire que ce qu'on ait craint. C'est une chose. Vous voyez que finalement, il y a un repreneur pour une partie des emplois. Mais il va quand même y avoir... partie, apparemment. Une grosse partie, vous savez. Mais une grosse partie, c'est 200 emplois. 277 sur 290. Ouais, okay. Mais il n'y a pas 290 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui travaillent chez Whirlpool. Si vous comptez les sous-traitants, et il y a plus d'une centaine de personnes qui sont intérimaires régulières, mais intérimaires régulières depuis 5, 10 ou 15 ans qui font l'intérim là-bas. Et celles-là, elles sont évacuées de ça. Et de toute façon, quoi qu'il
qu'il en soit, on ne peut pas se satisfaire d'une situation où une multinationale comme Whirlpool vient dire finalement le coût du travail est moins cher en Pologne, donc on part en Pologne, pendant que dans le même temps, c'est pas une entreprise qui se porte mal, elle fait près d'1 milliard de bénéfices et elle augmente ses actionnaires de 10% au premier trimestre et son patron se surrémunère. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, et les syndicats, je vous assure, quand vous les interrogez, qui pensent que c'est moins pire. C'est une chose. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par la concertation et que la lutte jusqu'au boutiste est finalement plus inefficace? Qui est pour la lutte jusqu'au boutiste? Vous savez, moi je suis pour le dialogue social. Mais le dialogue social. C'est bien de le dire. Non, mais le dialogue social, ça se fait toujours dans le cadre d'un rapport de force. Et le rapport de force, il y a des gens qui, pour faire du rapport de force, ils ont juste besoin d'écrire des petits amendements, de les faire passer le soir, d'avoir du dialogue avec le MEDEF, que ça passe, qu'il y ait des petites lois de la Commission européenne et tout ça. Ça, c'est du rapport de force. C'est du rapport de force qui est invisible, qui est souterrain, c'est des petits propos tenus dans les antennes et qui s'inscrivent dans les esprits. Ça, c'est du rapport de force. Eh ben, il y a des gens qui, pour construire et pour répliquer face à ce rapport de force-là, ont une chose, c'est en effet parfois bloquer leur usine, c'est se défendre sur leur lieu de travail, c'est faire des manifestations, c'est faire des choses comme ça. Mais de toute façon, le rapport de force, il existe toujours. Je vous rappelle cette phrase de Warren Buffett, qui était à l'époque la première fortune mondiale et qui déclarait, donc ce financier américain, qui déclarait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. » Il parlait aux États-Unis de fiscalité. Mais là, vous avez vu le projet en matière de fiscalité? C'est la guerre des classes qui se mène. C'est une lutte des classes, c'est un rapport de force qui se mène. C'est une lutte de classe qui est en cours? Ben oui, c'est une lutte de classe qui est en cours, qui n'a jamais cessé de toute façon, qui continue, mais qui continue discrètement. Là, ça continue par la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Ben, c'est une manière de poursuivre la lutte des classes. Vous êtes contre la suppression? Vous payez l'impôt sur la fortune, vous, monsieur Ruffin? Pas du tout, mais j'en suis très très loin. Vous savez, il y a des rumeurs comme quoi j'étais le camarade de classe d'Emmanuel Macron, dont on a discuté avant. Il y a des rumeurs qui prétendent que je suis millionnaire. Vous êtes journaliste, vous aurez la réalité de ma déclaration de patrimoine. Vous verrez que j'en suis très très loin. Et par contre, je peux vous dire que Fakir, par exemple, a payé un impôt sur les sociétés qui est très largement supérieur en pourcentage à ce que paye LVMH, par exemple, l'an dernier. Justement, dans vos productions, vous avez fait un film récemment. Est-ce que vous avez, avec votre début d'expérience au Parlement, l'intention d'en faire d'autres, par exemple, sur ce sujet? Éventuellement. Mais je veux dire, c'est pas ça qui préoccupe les Français aujourd'hui. Je reviens sur cette question de fiscalité. Là, on a la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Par exemple, l'Observatoire français des conjonctures économiques a calculé que 46% des baisses d'impôts iraient aux 10% des Français les plus riches. Voilà ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est avoué par Édouard Philippe, qui, au Financial Times, il n'a pas été déclaré ça en France. Il n'est pas venu déclarer ça devant le Parlement. Il ne vient pas déclarer ça à la télévision. Il a dit, nous faisons des réductions d'impôts pour les riches. Et 6 Français sur 10 qui ne payent plus l'impôt sur le revenu, vous estimez que c'est quelque chose de juste, d'équitable? Non. Alors, si on regarde ce qui se passe en matière de fiscalité, depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déplacement de l'impôt des bases mobiles vers les bases immobiles. Je vous explique. C'est-à-dire très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire que les bases mobiles, ce sont les gens qui peuvent déplacer leurs capitaux. Ben voilà, c'est le capital, ce sont les entreprises qui peuvent menacer de partir et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui peuvent pas déplacer leurs capitaux. C'est vous. Moi, vous n'allez pas vous délocaliser en Andorre. Moi, je vais pas partir en Irlande. J'ai ma famille, j'ai tout ça ici. Et donc du coup, quand vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes surtaxé. Quand vous pouvez vous déplacer, vous êtes moins taxé. L'impôt sur les sociétés... Pour vous, c'est la logique donc on est encore dans cette logique-là, avec la baisse de tous les impôts des gens qui peuvent menacer de dire « attention, je vais partir ». Et la suite, ce sera à l'Assemblée. François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme, invité de France Info.